Voilà, bonjour à tous. Merci d'être venus pour ces portes ouvertes du Congrès, pour cette conférence en particulier. Journée portes ouvertes au Congrès qui sont organisées, vous le savez, dans le cadre du mois du patrimoine sur le thème La première fois. C'est la raison pour laquelle ce qui a été choisi comme thème pour cette conférence, c'est la loi du pays, la première loi du pays, mais ça nous amènera à visiter évidemment l'évolution législative et le rôle du Congrès. Les intervenants, vous les découvrirez au fur et à mesure. Le président du Congrès, Rocco Amitan, Simon Louécotte, ancien président du Congrès, Mathias Chauchat, qui est professeur de droit public à l'université, Laurent Travers, qui est chargé des affaires juridiques au Congrès, et Maître Queno, qui est avocat d'affaires et qui nous parlera, lui, justement, de l'application et de la mise en œuvre de ces lois du pays qui sont votées. Donc je laisse le mot d'introduction et peut-être aussi rappeler, Monsieur le Président du Congrès, dans quel cadre ces lois de pays ont été mises en place. Merci, mesdames et messieurs. Bonjour, bon après-midi. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette conférence qui s'inscrit dans le cadre des Journées du patrimoine. Et je remarque que ça suscite toujours autant d'intérêt au public calédonien. Donc je vous remercie pour cela. Pour vous donner quelques éléments de contexte, c'est depuis 1999 que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie s'est vu octroyer le pouvoir d'adopter des normes législatives locales, les lois du pays, nées de la constitutionnalisation de l'accord politique signé à Nouméa le 5 mai 1998 au titre 13 de la Constitution. Les lois du pays calédonien inaugurent un dédoublement unique de la compétence législative dans l'histoire constitutionnelle française. La loi du pays trouve son origine dans les négociations politiques ayant abouti à l'accord de Nouméa. À l'époque, j'en fus un des acteurs en étant élu de la province sud, membre du Congrès et président du FLNKS. Et à ce titre, le mouvement m'avait mandaté pour conduire les négociations politiques ouvertes par le Premier ministre français Alain Juppé le 9 octobre 1995 à Paris. Ces négociations faisaient suite, pour le rappel historique, à la proposition du député Jacques Lafleur en avril 1991 de rechercher une solution consensuelle entre l'instauration dès 1998 d'un État souverain défendu par le FLNKS et un schéma d'émancipation et de large décentralisation avancé par Jacques Lafleur. C'est exactement ces termes. Ceci afin d'éviter le référendum de 1998 prévu par les accords de Matignon que certains qualifiaient de référendum guillotine. Notre ligne de conduite consistait donc à décliner, en tout cas en ce qui nous concerne, les mesures de décolonisation et d'émancipation au cours d'un processus devant préparer le pays et sa population sur 20 à 25 ans à s'autodéterminer librement et en toute connaissance de cause vers la pleine souveraineté pour ce qui nous concerne ou vers ce que certains ont appelé les confins de l'autonomie. L'accord de Nouméa, comme compromis de type océanien, reprend dans son préambule et son document d'orientation toutes ces mesures, dont notamment les transferts de compétences, et en son point 5, c'est-à-dire l'évolution de l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, précise que l'État reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à bénéficier, à la fin de cette période, d'une complète émancipation. Donc la loi du pays est ainsi, si on peut dire, enchâssée dans ce processus d'émancipation. Elle est une résultante des transferts des compétences exercées par l'État et qui seront désormais exercées par la Nouvelle-Calédonie. Cette prérogative de faire des lois ou le pouvoir de légiférer, jusqu'ici réservé au législateur national, donc le Parlement français, est transférée au législateur local, la Nouvelle-Calédonie, par la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 et par la loi organique du 19 mars 1999, qui vont en fait traduire sur le plan juridique l'accord politique du 5 mai 1998. Il s'agit là d'un acte quasi législatif, désormais adopté par le Congrès et ne pouvant être contesté que devant le Conseil constitutionnel avant sa publication. Le terme de loi étant réservé aux actes législatifs du Parlement français, nous avons décidé, nous les négociateurs, de retenir en fait le terme de loi du pays. Son champ d'application est défini
à l'article 99 de la loi organique en 12 points et en vertu de l'article 107, la loi du pays en force de loi n'est susceptible d'aucun recours après sa promulgation. Il convient aussi de noter le rôle central du Conseil d'État dans le processus d'examen de la loi du pays, puisqu'il formule un avis obligatoire, vérifie que le champ d'application du texte soumis répond bien au domaine de l'article 99 de la loi organique. Il intervient aussi dans le cadre de tout contentieux administratif en cas de contestation sérieuse d'une disposition juridique de la loi du pays et peut enfin être saisi par le président du Congrès, des cadres exécutifs et du haut-commissaire afin de constater qu'une disposition d'une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99. Donc la première de ces lois du pays, élaborée par le gouvernement de M. Jean Lec, avec pour rapporteur Mme Marianne Devaux, et la loi du pays 99-001 du 19 octobre 1999, relative au dispositif conventionnel entre certains professionnels de santé et les organismes de protection sociale de la Nouvelle-Calédonie. 225 lois du pays suivront en près de 20 ans, dont 209 issues d'un projet de gouvernement. Nous pouvons constater que la plus grosse part, soit 35,5% des lois du pays, portaient sur le droit fiscal. Ensuite, à part égale, 17% sur le droit du travail et de la protection sociale et 11% sur le droit douanier. Sur ces 225 lois du pays, seules 4 d'entre elles ont été partiellement déclarées non conformes à des principes constitutionnels. Il faut ainsi souligner la qualité rédactionnelle de ces textes. Nous pouvons en être fiers de ce bilan positif. Notons de même l'ouverture d'esprit du Conseil d'État dans son rôle de contrôle, qui a su prendre en compte nos spécificités locales. Il s'agit des éclairages juridiques apportés sur des questions éminemment politiques liées à la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. À titre d'exemple, on peut citer les avis rendus par le Conseil d'État sur les périmètres des transferts de compétences ou encore sur le rééquilibrage dans le cadre de l'examen de propositions de loi du pays relatives à la révision de la clé de répartition. La loi du pays apparaît donc comme un outil normatif en pleine maturation. Il nous faut aller désormais plus loin dans la pratique législative par l'exercice de nos compétences en matière notamment d'enseignement ou de droit civil, de droit commercial ou du droit des assurances, que certains ont dit que c'était vitrifié depuis son transfert dans les années 90. Et puis bien sûr, dans la perfectibilité du domaine de la légistique, c'est-à-dire l'ensemble des méthodes et conventions de rédaction des textes normatifs. Mais transférer la compétence ainsi ne suffit pas. Encore faut-il légiférer suivant des procédures nouvelles pour le pays en 1999. Et le gouvernement Jean Lec a dû faire avec les moyens du bord pour l'élaboration des premiers projets de loi du pays. La structuration des services juridiques et la montée en compétence des agents a été nécessaire pour assumer le processus d'élaboration de ces lois. Il a été de même au Congrès pour la formation des élus et des administrateurs pour la rédaction du rapport du projet de loi du pays par le rapporteur, tel que le définit l'article 102 de la loi organique, qui stipule qu'aucun projet ou proposition de loi du pays ne peut être mis en discussion et au voie s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et adressé aux membres du Congrès 8 jours avant la séance. C'est le rôle du rapporteur du projet de loi du pays. Ainsi, des conventions ont été signées entre le Congrès et l'Assemblée nationale, ainsi qu'avec le Sénat français, pour la formation des futurs administrateurs du Congrès. Dans le même ordre d'idées, faire du copier-coller des dispositions semblables à celles de la France métropolitaine ne suffit pas non plus. Donc un travail de contextualisation à la Nouvelle-Calédonie a été et est encore nécessaire pour rendre la loi conforme à la situation du pays et de sa population. Les rédacteurs d'ailleurs du Congrès ont été sensibilisés à cela, d'où l'intérêt, vu par rapport à l'ouverture du Congrès dans le cadre de la coopération interparlementaire, à ce que nos administrateurs puissent aller voir ce qui se passe dans les pays et États insulaires à structure de population semblable aux nôtres. Voilà donc ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, en ouverture. Et sans plus attendre, je vais passer la parole au premier intervenant, M. Baudin.
Oui, Merci. qui est Mathias Chauchat, qui est donc professeur de droit public à l'UNC. Après le rappel historique que vous avez évoqué, Mathias Chauchat va nous expliquer en quoi c'était, je vais employer un mot peut-être un peu fort, mais une certaine révolution dans le droit législatif français. Bonjour à tous. Le président du Congrès m'a demandé d'intervenir 2 fois, donc vous allez me subir 2 fois. Une fois sur l'exception législative calédonienne ou française, et puis ensuite sur les perspectives données à la loi du pays. Alors sur le premier thème, donc, qui est cette exception législative française ou calédonienne, j'aurais souligné quelques points de réflexion, et je ne vais pas faire un plan académique bien compliqué. C'était quand même une grande innovation de l'accord de Nouméa, c'était souligné par le président, c'est au point 2.1.3. On disait certaines délibérations du Congrès auront le caractère de loi du pays, donc ne pourront être contestées que devant le Conseil constitutionnel, à l'époque avant leur publication, sur saisine du représentant de l'État, de l'exécutif, d'un président de province, du président du Congrès ou d'un tiers des membres du Congrès. Donc c'était une rupture extrêmement forte. Alors, vous savez, quand vous avez une question de principe à trancher, il faut toujours dégainer sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc vous regardez, c'est article 6. Donc la loi est l'expression de la volonté générale, dit-on. Elle doit être la même pour tous. La loi doit être la même pour tous. La France s'est fondée là-dessus. Et c'est le principe d'indivisibilité de la République, donc qui signifie d'abord une seule souveraineté qui ne peut être détenue que par le peuple français et l'unité du pouvoir normatif qui se traduit par l'existence d'une seule catégorie de lois. C'est vraiment l'identité de la France, de la Révolution française. Et c'est simplement à cela que dérogeait la loi du pays calédonienne. Donc c'est en quelque sorte une révolution. Et la procédure est à bien des égards très originale. Vous avez un domaine législatif matériel, ça a été rappelé à l'article 99, qui est un peu notre article 34 de la Constitution à nous. Vous avez une initiative des lois qui peut être partagée entre les membres du Congrès et le gouvernement. Il y a un avis préalable du Conseil d'État, le Conseil d'État directement. La nomination d'un rapporteur spécial qui fait que il y a le point de vue de la commission, il y a le point de vue d'un rapporteur spécial, il y a un débat qui s'instaure sur le texte. Il y a une promulgation qui est partagée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement, un contrôle par le Conseil constitutionnel, par voie directe, et puis maintenant par la voie de la QPC. Bref, vous avez toute la petite panoplie du législateur. Alors, l'origine du concept, elle était triple. Nos intervenants vont le dire mieux que moi après. Il y avait une origine politique parce que c'était un symbole fort d'émancipation pour un pays qui cheminait vers son émancipation. Alors, il y avait aussi un élément juridique, c'est que beaucoup de compétences allaient être transférées de la France à la Nouvelle-Calédonie. Ces compétences étaient souvent de nature législative en métropole. Et donc, ça aurait été quelque peu paradoxal que la France transfère au pays des compétences exercées par la loi en métropole pour que ça devienne des délibérations administratives du Congrès. Donc il y avait quand même une cohérence générale à ce que l'outil législatif puisse être créé au pays. Et puis, il y avait aussi un objectif peut-être un peu manœuvrier qui était de vouloir mettre la loi du pays à l'abri du juge. L'avantage, c'est que la loi du pays, à l'époque, comme la loi française, ne pouvait être contrôlée qu'avant sa promulgation, et donc ça mettait les textes à l'abri du juge pour la suite. Alors, c'est une très grande innovation. Donc, et ça va être la teneur de mon propos, mon premier propos, c'est cette grande innovation, elle a quand même été un petit peu polluée ensuite par des initiatives qui sont venues de l'extérieur et qui ont troublé la conscience qu'on peut tous avoir de cette grande innovation. Et en plus, la loi du pays, vous allez voir, je vous dirai un mot juste après, elle s'insère dans un contexte institutionnel lui-même original, qui fait que
l'ensemble reste quand même un petit peu improvisé. Donc, sur la pollution de l'innovation calédonienne, je voudrais vous montrer en quoi. Il y a eu plusieurs initiatives extérieures qui ont troublé la perception qu'on peut avoir de l'originalité de la loi du pays calédonienne. Alors, évidemment, il y a eu l'apparition de la vraie fausse loi du pays polynésienne en 2004. Alors, c'est une fausse loi du pays, puisque malgré son appellation loi du pays en Polynésie, c'est un acte administratif qui est soumis au contrôle du Conseil d'État et pas du Conseil constitutionnel. Donc, ça a pollué l'impression qu'on a d'abord sur la valeur du loi du pays. Alors, vous savez que notre loi du pays calédonienne, c'est un vrai acte législatif. Alors, le Conseil constitutionnel l'a dit dès 1999, le Conseil d'État l'a dit dans plusieurs avis, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie l'a dit, d'ailleurs dans une des premières décisions qu'il y a eu, une décision Ben Simon sur justement la première loi du pays. Et quand vous ouvrez Wikipédia, c'est encore écrit un acte quasi législatif. Preuve, vous voyez qu'il y a un trouble dans la perception. Et le trouble, il est aussi politique, c'est-à-dire que la Polynésie, comme la Nouvelle-Calédonie, est inscrite sur la liste des pays à décoloniser maintenant, mais vous savez que la politique de la France est différente. Elle s'oppose farouchement à l'indépendance de la Polynésie. Et donc, on se pose la question de savoir si finalement la loi du pays est compatible avec le maintien dans une France qui reste une France unitaire. Donc, la loi du pays polynésienne, d'une certaine manière, a troublé l'innovation calédonienne. Et puis, il y a eu un deuxième trouble qui est venu de la métropole elle-même. Des fois, on doute aussi en métropole de la notion d'unité de la loi. Vous savez, on a une époque où on tue même les vaches sacrées, donc il commence à y avoir des petites atteintes au grand principe d'unité de la loi en France. Vous avez eu une révision constitutionnelle en 2003 sur l'organisation décentralisée de la République. Et même si c'est modeste, on a permis en France l'expérimentation législative locale. C'est-à-dire que même très encadrée, la loi va plus être tout à fait la même dans toutes les parties du pays. C'est-à-dire on permet qu'un certain nombre de départements, qu'un certain nombre de régions puissent expérimenter des dispositifs qui ne vont pas s'appliquer à tous les Français. Donc c'est comme ça qu'on a par exemple expérimenté un dispositif contre l'habitat insalubre ou le premier RSA, donc le revenu de solidarité active, il est expérimenté, petite échelle, avant d'être étendu, etc. Donc l'idée d'expérimentation, elle introduit quand même si c'est temporaire, même si c'est progressif, l'idée que la loi peut être différente sur les différents points de la République. Donc ça, c'est une timide ouverture aussi qui était faite en France. Puis il y en a une troisième qui s'est faite là aussi, qui a un peu pollué la grande originalité de la loi du pays calédonienne, c'est pour les départements et régions d'outre-mer. Là encore, en 2003, il est réaffirmé que les départements et dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Mais, vous savez qu'il y a des adaptations pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Et ce qui a été ajouté, c'est que ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités. Et on explique même, c'est le texte de la Constitution maintenant, c'est l'article 73 révisé, ces collectivités peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi. Vous voyez bien, là aussi, on contourne un peu l'objectif, c'est-à-dire on permet des adaptations qui font finalement que quand on regarde, le texte n'est pas applicable partout de la même manière sur l'ensemble du territoire national. Juste encore un mot sur la pollution du concept. En 2003, vous avez eu aussi la reconnaissance des populations d'outre-mer au sein du peuple français.
dans la Constitution. Alors, ça n'affecte pas la reconnaissance du peuple kanak, mais d'une façon générale, il y a un trouble sémantique que je rappelle souvent entre peuple, population, communauté. On entend utiliser certains mots à la place des autres, et pourtant, les choses sont claires dans la Constitution, et notamment dans son titre 13 sur la reconnaissance du peuple kanak aux côtés du peuple français. Je veux dire, c'est pas une communauté et c'est pas une population d'outre-mer non plus, puisque ces populations d'outre-mer relèvent du titre 12. Donc, je vous dis ça parce qu'on a l'impression d'une espèce de pâte molle dans lequel on peut à peu près tout écrire et tout dire. Et ça a perturbé quand même la perception avec le temps qu'on pouvait avoir de l'originalité de la loi du pays calédonienne. Alors en plus, je rajouterais, c'est ma deuxième remarque, que la loi du pays calédonienne, elle s'est insérée dans un contexte qui était un contexte institutionnel particulier. Et ça ouvrira une première réflexion, j'en aurai d'autres tout à l'heure, sur les perspectives. C'est qu'on a inséré l'instrument de la loi du pays dans un système qui n'est pas en réalité bicaméral. C'est-à-dire, on a évidemment le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, on a le Sénat coutumier, mais le Sénat coutumier n'est une seconde chambre que sur un certain nombre de compétences étroites qui relèvent pour l'essentiel de l'identité kanak. Et donc, on a un instrument extrêmement puissant, l'instrument législatif, qui est à disposition d'une seule chambre, ce qui n'est pas la tradition française non plus. Et il me semble qu'il manque un peu au débat. Et il ne faut pas compter non plus sur le Conseil économique et social pour compenser ce monocamérisme de fait. Parce que si le Conseil économique et social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie est consulté sur les projets ou propositions de loi du pays à caractère économique et social, le Conseil constitutionnel a considéré que la loi fiscale n'avait pas un objet économique ou social. Donc comme la loi fiscale, c'est un tiers des lois du pays, c'est finalement ce qu'il y a de plus important pour l'économie, du coup, le mécanisme de deuxième chambre est largement éliminé. Donc on a un instrument très puissant, c'est une réflexion que je vous soumets, mais qui est adopté par une seule chambre. Et des fois, l'adoption en une seule fois de la loi du pays peut être à quelque chose de brutal qui évite d'une certaine manière la discussion, le débat, sa connaissance par la presse, la divulgation, les allers-retours, les amendements, qui font qu'il y a quand même quelque chose à réfléchir sur l'existence d'une seconde lecture. Et dernière étrangeté, et puis j'en ai fini de mon propos, la dernière étrangeté, c'est que quand vous regardez le débat sur la loi du pays, ça va être développé d'ailleurs par d'autres intervenants, qui est le seul qui n'a pas le droit d'amendement? Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et là aussi, c'est très étrange. C'est parce qu'on a inséré la loi du pays dans un système où le gouvernement est collégial. Donc c'est un système où le gouvernement est collégial. Donc on se dit, ça serait difficile de demander en cours de séance au gouvernement de bien vouloir se réunir de façon collégiale pour avoir un point de vue sur la loi du pays. Alors, j'insiste auprès de vous là-dessus. D'une certaine manière, le Congrès prend la main sur le gouvernement, et le gouvernement a une grande difficulté à reprendre la main, ne serait-ce que pour rétablir son premier projet. C'est-à-dire les commissions ou les membres du Congrès où le rapporteur vont pouvoir introduire des amendements à la loi du pays. Si le gouvernement tient à son texte en disant il faudrait faire une évaluation de l'impact économique et social, etc., il lui est très difficile de le faire. Du coup, le membre du gouvernement doit passer par son parti pour que son parti puisse introduire éventuellement un sous-amendement dans la discussion. Et c'est vraiment le contraire de la collégialité. Donc je voulais vous dire, voilà, c'est une très grande innovation.
Mais comme souvent, ces grandes innovations donc, qui apportent une certaine rupture, je veux dire, ensuite sont copiées avec des mauvaises copies, et puis sont insérées dans un système institutionnel qui a été un peu improvisé au départ. Et donc, je voulais vous livrer ces réflexions pour qu'on puisse réfléchir sans doute plus tard à l'amélioration du dispositif. Voilà, merci. Merci Mathias Chauchat. On vous entendra effectivement tout à l'heure sur une mise en perspective de ces lois du pays. On va poursuivre dans ce débat. Alors après avoir rappelé le contexte historique, l'exception que ça représentait aussi au sein du système français, on va s'arrêter un instant sur la première loi du pays votée le 19 octobre 1999. Pas tant à son contenu, je ne veux pas dire qu'il est anecdotique, mais les conventions médicales avec les différentes institutions, c'était ça la première loi. À l'époque, c'est Simon Louis-Cotte qui était donc le président du Congrès. Simon Louis-Cotte va nous dire dans quel contexte, comment cette première loi du pays a été votée et tout ce que ça évoque comme souvenir pour lui. Bien, merci. Monsieur le Président du Congrès, je renouvelle mes salutations et puis je salue également tout le public qui est ici. Alors moi, je n'ai pas écrit de papier parce qu'on m'a demandé de témoigner tout simplement. Et il se trouve, comme l'a rappelé Jean-François Baudin tout de suite, que l'adoption de la première loi du pays par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie s'est faite sous ma présidence. Et donc, il me demande de rappeler un peu dans quelles conditions, l'état d'esprit, comment les uns et les autres ont réagi à cette époque-là. Mais je voudrais également rappeler que j'étais, à ce moment-là, sénateur de la République. Et que donc, j'ai eu au Parlement, au Sénat notamment, à défendre cette idée de loi du pays. Rocco Amitan en parlait tout à l'heure, Mathias Chauchat en a parlé également, du bouleversement que tout cela a fait également sur le plan national. Imaginez des parlementaires, gardiens du temple de la République, voir le temple être un peu bougé parce qu'une petite collectivité, en l'occurrence la Nouvelle-Calédonie, va la déposséder un peu d'une partie de ses prérogatives, en l'occurrence la possibilité d'adopter des lois du pays. Et je me souviens encore de quelques-uns de mes collègues, dont un en particulier que j'ai en tête, là, Patrice Gélard, professeur de droit constitutionnel, adjoint au maire du Havre, Antoine Rufnac à l'époque, qui me disait « Mes chers collègues, mais vous vous rendez compte, non seulement vous allez avoir des signes identitaires, non seulement vous allez avoir un hymne, non seulement vous allez avoir ceci, mais en plus de ça, vous allez pouvoir adopter des lois du pays. Mais où est-ce que vous allez nous emmener ? En métropole, notamment tous les parlementaires, pas les jeunes parlementaires de cette époque-là, mais les anciens, et lui en faisait partie. Toucher à des fondamentaux de la République, c'était quelque chose de... C'était une insulte, c'était quelque chose qui était impensable. Et donc c'était dans ce contexte-là que nous, les Calédoniens, nous avons pu faire modifier la Constitution de la France, 64 millions d'habitants, pour instaurer quelque chose de particulier pour 280 000 habitants. Ça, il faut bien le retenir, il faut bien l'avoir en tête, avec toutes les difficultés et tout ce que cela a entraîné. Mais tout simplement parce que, certes, si nous sommes des Français qui vivons quand même à 18 000 km de la métropole, que nous avons des particularités, nous avons un certain nombre de choses qui sont très particulières ici par rapport à tout ce qui se passe par ailleurs. Et c'est peut-être cela aussi qui a fait que ça a pu être accepté. Rocco Amitan parlait tout à l'heure de la loi du pays, la première loi du pays qui a été adoptée dans les conditions assez particulières à l'époque. Loi du pays, une nouveauté pour le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. D'abord, le fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie, du gouvernement, la collégialité. On était mis à l'épreuve. Il fallait donc discuter avec les uns et les autres, veiller à ne pas commettre d'impair, attendre les avis du Conseil d'État, nous assurer que les textes que nous adoptions à ce moment-là étaient conformes
à la Constitution, à tout ce qui nous a été délégué par ailleurs. Donc il fallait prendre 1001 précautions, dans les conditions de l'époque, qu'a rappelé tout à l'heure Rocco Mitan. Ça n'était pas simple. Le Congrès, jusqu'en 1999, était assimilé à un service de la Nouvelle-Calédonie, dont le véritable chef, c'était le haut-commissaire. Le président du Congrès n'était que le président de l'institution qui n'avait pour rôle que de signer les lettres de convocation et de présider l'Assemblée. Le véritable exécutif du Congrès, l'ordonnateur du budget et des dépenses du Congrès, des recettes et des dépenses du Congrès, c'était le haut-commissaire. Le président du Congrès devait lui demander s'il pouvait lui acheter un billet d'avion pour se déplacer, lui prendre un ticket, un bon d'essence pour aller faire le plein de sa voiture. Ça se passait comme ça jusqu'en 1999. Et à partir de 1999, le Congrès a été doté de la personnalité juridique et qu'il fallait en même temps organiser l'ensemble des services de la Nouvelle-Calédonie et aussi voter la première loi du pays. On avait l'obligation de désigner des rapporteurs de la loi, qu'il fallait rédiger un rapport pour informer le plus grand nombre. Il fallait, je ne sais pas d'ailleurs, le président du Congrès va pouvoir peut-être répondre tout à l'heure, on a obligation de publier quasiment systématiquement les comptes rendus des travaux et des commissions et du Congrès. Ça a été mis à jour et publié au journal officiel. C'est fait, ça? Oui. Alors, ce sont toutes ces obligations qui nous ont été faites par la loi organique à l'époque. Donc, il faut se replacer dans le contexte de l'époque pour reparler de la première loi du pays. Marianne Devaux en a été le rapporteur. Elle a fait un travail que je considère comme excellent travail de cette époque-là. C'est d'ailleurs cette convention-là, ce texte-là vaut toujours aujourd'hui. Et que l'ambiance qui était au Congrès était une ambiance de respect. Et pourtant, la loi du pays, c'est une délibération. C'est une délibération qui a une valeur législative, donc elle n'est pas pareille que toutes les autres. Les prises de parole, c'est exactement pareil. Le règlement intérieur, à moins que je ne me trompe, à moins que ça ait été changé, mais le règlement intérieur ne prévoit pas de temps de parole supplémentaire pour celui qui parle, parce qu'on est dans la loi du pays, on est dans une simple délibération. C'est exactement la même chose. Mais disons qu'il régnait un climat dans l'Assemblée, précisément au moment de l'examen de cette première loi du pays, qui dénotait quand même que c'était quelque chose de très particulier pour la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez ? Voilà. Donc, la loi du pays a été adoptée, les uns et les autres montrant beaucoup de respect, je dirais même peut-être un peu plus de respect les uns vis-à-vis des autres, que si toutefois ça avait été une délibération tout à fait normale. De toute façon, le texte qui a été adopté à l'époque ne prêtait pas beaucoup à discussion. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur le rappel de cette première loi du pays. Juste une petite précision, Simon Louécotte, c'est que cette première loi du pays, comme les autres, il fallait aussi aller les défendre à Paris ? Oui. Alors c'était une proposition ou un projet ? C'était un projet, donc c'était l'administration de la Nouvelle-Calédonie qui est allée à Paris. C'est quelque chose de très particulier. Hein. Vous n'avez pas dans les conseils départementaux en métropole ou dans les assemblées régionales des gens qui vont au Conseil d'État pour défendre un texte. C'était une particulière à la Nouvelle-Calédonie. Et quand c'est une proposition de loi du pays, ce sont les élus eux-mêmes, auteurs de la loi, qui vont eux-mêmes devant le Conseil d'État pour aller plaider la cause de la loi du pays. Merci bien. Alors voilà, on a évoqué cette première loi du pays le 19 octobre 1999, le contexte dans lequel elles ont été mises en place. Ça fait donc aujourd'hui 20 ans que le Congrès vote des lois du pays. Les choses ont un peu bougé sur cet exercice législatif. Rocco Mitan, qui est président du Congrès aujourd'hui, qui l'a été aussi par le passé, a vu ces évolutions. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Monsieur le Président ? Enfin, disons qu'on n'avait pas l'impression que c'était une nouveauté pour nous. Hein. Ben oui, parce que c'était une traduction d'un accord politique. La nouveauté, c'était l'accord politique. Après, une fois qu'on a fait l'accord politique, les politiques disent ceci. Une fois qu'on s'est mis d'accord entre nous, la cuisine administrative a cuisiné de s'en charger. Donc ça veut dire que ceux qui avaient été élus dans les mandats précédents, donc entre 89 et 99 ou avant
Avant 89, donc on s'est aperçu quand même qu'il y avait une différence. Hein. Voilà. Moi, j'ai été élu en 89, évidemment que je me suis aperçu de cela. Donc, par rapport à ce que disait M. Loeko tout à l'heure. Mais on était dans un état d'esprit qui consistait à dire nous sommes en train de construire quelque chose. Donc, si c'est nouveau, on tente de le faire au mieux. C'était ça l'état d'esprit. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, le vote d'une loi du pays, c'est le même chemin, le même processus que cette première loi qui a été votée en 99 ? C'est toujours toujours le même chemin, mais moi j'ai remarqué que sur l'ensemble, j'ai pas participé à la discussion et au vote des 225 lois, puisque de temps en temps on était absent pour diverses raisons, mais quand il s'agit d'un projet de loi du pays, on sent quand même une certaine solennité. L'ambiance, l'état d'esprit est différent ici. Quand on vote une délibération, je ne vais pas dire que c'est à débarrasser, mais disons, c'est un texte, et puis on travaille le texte, etc. Tandis que quand on vote sur un projet de loi du pays, l'ambiance est différente. Voilà, l'ambiance est différente. Peut-être c'est ce que disait M. Loeko tout à l'heure, c'est-à-dire que pour la première fois, donc ce projet de loi de 1999, on sentait le respect. Moi, j'étais là aussi. Le respect entre nous. C'était peut-être pas trop par rapport à la loi, mais c'est plus entre nous. Vous voyez, ça rapporte toujours aux humains, évidemment. Mais moi, je l'ai senti ça à chaque projet de loi du pays. Et il y avait quand même cet état d'esprit qui était différent. Lorsqu'on examine un texte, en général un projet ou une proposition de délibération, par exemple. Voilà. Alors on va avancer dans ce débat et cette table ronde. On va revenir sur cette première loi du pays. On a évoqué le contexte dans lequel elle a été votée, ce qui a été mis en place au niveau de la France pour permettre finalement à la Calédonie de voter ces lois du pays. On va s'y intéresser avec Laurent Travers, qui est à la direction des affaires juridiques du Congrès, sur un aspect plus juridique maintenant de ces lois du pays. Laurent Travers. Merci, bonjour à tous. Merci Monsieur le Président de me laisser l'occasion de livrer quelques réflexions. Alors en qualité de technicien, puisque je suis moi-même directeur des affaires juridiques du Congrès et j'ai été quelques années directeur des affaires juridiques du gouvernement. Donc j'ai une vision et une expérience vraiment de technicien et je me permets aujourd'hui d'avancer trois réflexions sur les lois du pays, ce que j'ai été amené à constater au fil des années, au fil du temps, et au fil des projets et des propositions qui sont examinés dans cette enceinte. La première réflexion, c'est qu'il me semble que le législateur calédonien dispose d'une marge d'action, d'une marge de manœuvre encore plus importante que celle du législateur national. C'est-à-dire que non seulement, ça a été évoqué, ça a été mentionné par mes prédécesseurs, le Congrès dispose d'un outil inédit, la loi du pays, mais en plus, il me semble que les conseillers de la Nouvelle-Calédonie ont une marge d'action plus importante encore que celle des députés, des parlementaires nationaux. Donc on l'a dit, les lois du pays ont une vraie valeur législative, ça a été déjà formalisé, inscrit dans la loi organique, et ça a été confirmé ensuite par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Et la conséquence du fait que les lois du pays ont une véritable valeur législative, c'est qu'elles ont une place particulière dans la hiérarchie des normes. Au-dessus des lois du pays, il y a d'abord les conventions internationales, puisque les conventions ont une valeur supérieure à celle des lois, et il y a aussi la Constitution et le bloc de constitutionnalité. Et ce qui fait la particularité de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on a dans le bloc de constitutionnalité quelque chose qui n'existe pas dans le référentiel constitutionnel national, c'est qu'il y a l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa a été constitutionnalisé, il a une valeur constitutionnelle, et il y a dans l'accord de Nouméa un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de principes qui ont une portée constitutionnelle et qui permettent aux conseillers de la Nouvelle-Calédonie d'être beaucoup plus audacieux, à mon avis, que leurs homologues nationaux. Alors quels sont ces objectifs ? Le Conseil d'État les a identifiés. Il y a d'abord le principe de rééquilibrage. Un principe de rééquilibrage entre les provinces
et notamment en faveur de la province des îles Loyauté et de la province Nord. Il y a en plus du rééquilibrage le principe de protection de l'emploi local. Et il y a le développement des terres coutumières et il y a la maîtrise des outils de développement. Et ces 4 objectifs, qui sont des objectifs à valeur constitutionnelle, ont permis au Congrès de voter des lois du pays qui ont été validées par le Conseil constitutionnel et qui, si elles avaient été votées à l'identique par le Parlement national, n'auraient probablement pas été validées par le Conseil constitutionnel. Alors on peut donner quelques exemples. D'abord, il y a la première loi du pays. La première loi du pays qu'on a mentionnée, celle de 99, elle institue un système de conventionnement des professionnels de santé avec la CAFAT. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que cette obligation de conventionnement ne s'impose toujours d'ailleurs qu'aux professionnels de santé du Grand Nouméa. Donc on établit là une différence de traitement entre les professionnels de santé du Grand Nouméa à qui on oblige d'être conventionnés et aujourd'hui même d'acheter, et ce qui coûte d'ailleurs très cher, un conventionnement, alors que les professionnels de santé qui exercent ailleurs, dans le Nord et puis dans les îles Loyauté, n'ont pas besoin de conventionnement. Donc il y a un principe d'égalité là qui n'est pas respecté. Et pourtant, au nom de l'offre de soins en Nouvelle-Calédonie, au nom du principe de rééquilibrage, ce système-là a pu être mis en place. Il y a aussi un autre exemple important, les lois du pays qui ont été votées sur la protection de l'emploi local dans le secteur privé, dans la fonction publique. Ces lois du pays n'ont évidemment pas d'équivalent dans la législation nationale. Vous n'avez pas dans le Code du travail national une priorité d'emploi à certaines catégories de Français, c'est même plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a, avec le droit communautaire, une obligation même d'accepter les travailleurs de l'Union européenne. Donc ces lois du pays sur la protection de l'emploi local ont été possibles parce qu'il y a des objectifs à valeur constitutionnelle, parce que le Congrès, la Nouvelle-Calédonie, a un référentiel constitutionnel qui est différent du référentiel national. Puis on peut citer un dernier exemple, les dernières lois à caractère économique qui ont été votées lors de la dernière mandature sur le gel des prix, le gel des marges, sur l'habilitation du gouvernement à encadrer les prix. Ce sont des dispositifs qui ont été adoptés par le Congrès et qui, de fait, portent atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Mais au nom des principes mentionnés dans l'accord de Nouméa, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel les ont validé ces lois du pays. Donc voilà, c'était la première idée que je voulais développer. Il me semble que les élus de la Nouvelle-Calédonie ont une double responsabilité. D'abord, ce sont des législateurs, mais en plus, ce sont des législateurs qui ont de nombreuses prérogatives, et peut-être plus encore que leurs homologues nationales. La deuxième idée, c'est que depuis 20 ans, depuis l'application de l'accord de Nouméa, il me semble que le domaine des lois du pays a considérablement augmenté. Enfin, en tout cas, a augmenté de manière significative. Alors, c'est lié évidemment à une activité normative qui s'est intensifiée. Le gouvernement est peut-être a une volonté de produire des textes un petit peu plus importantes qu'auparavant, c'est un fait. Mais il y a aussi les transferts de compétences. Mathias Schocha l'a évoqué tout à l'heure. Les transferts de compétences ont entraîné une extension du domaine de la loi du pays. Le transfert en juillet 2013 du droit civil et du droit commercial a forcément élargi le domaine de la loi du pays, puisque désormais c'est le Congrès qui est amené à exercer la compétence en droit civil et en droit commercial, et il le fait à travers des lois du pays. Alors il le fait malheureusement pas suffisamment en droit civil, mais il l'a fait en droit commercial, et donc c'est ce qui explique l'augmentation du nombre de lois du pays. Mais il y a une troisième raison qui est peu connue et qui, à mon avis, explique l'augmentation du nombre de lois du pays. Vous voyez, dans le document qui a été édité par le Congrès, on voit de 1999 à 2019, on voit le nombre de lois du pays qui a quand même augmenté de manière significative.
la première décennie de l'accord de Nouméa, de 1999 à 2009, le Congrès a voté 80 lois du pays. La deuxième décennie de l'accord de Nouméa, de 2010 à 2019, le Congrès a voté 145 lois du pays. Donc il y a une augmentation quasi exponentielle du nombre de lois du pays. Et je pense que le Congrès, le gouvernement, les administrations ont commis une erreur d'interprétation dès le début de l'entrée en vigueur de la loi organique, en ayant une lecture beaucoup trop stricte du champ de la loi du pays défini à l'article 99. Il y a des matières, des compétences qui étaient exercées, enfin qui sont toujours exercées par la Nouvelle-Calédonie, qui au début de l'accord de Nouméa étaient exercées par de simples actes administratifs, des délibérations à caractère réglementaire, et qui auraient dû être adoptées sous la forme de loi du pays, et qui le sont aujourd'hui, puisque le Conseil d'État, avec l'aide du Conseil d'État, la doctrine a évolué, et aujourd'hui, des compétences exercées auparavant par la voie réglementaire sont aujourd'hui exercées par la voie législative. On peut donner quelques exemples. En droit de la santé, par exemple, la santé est une compétence qui appartient à la Nouvelle-Calédonie. Le droit de la santé n'est pas repris à l'article 99 qui définit le champ des lois du pays. Donc on l'a considéré, en ayant une lecture assez binaire de l'article 22 et de l'article 99 de la loi organique, que le droit de la santé ne figurant pas dans la liste de l'article 99, il ne relevait pas du champ législatif. Mais en fait, il y a dans le droit de la santé plusieurs types de dispositions. Lorsque l'on veut réglementer une profession médicale, et elles le sont quasiment toutes, on touche à ce qu'on appelle les principes fondamentaux des obligations civiles, et les principes fondamentaux des obligations civiles, eux, relèvent du domaine de la loi du pays. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et lors de la précédente mandature, il y a eu une grosse réforme du Code de la santé publique de la Nouvelle-Calédonie. Toutes les professions médicales ont été revues, et elles ont été revues à travers des lois du pays. Donc vous voyez qu'on a eu une approche un peu différente aujourd'hui pour l'exercice de certaines compétences. On les exerçait auparavant par la voie réglementaire, on les exerce aujourd'hui par la voie législative. Et l'exemple le plus flagrant, c'est peut-être dans le secteur économique. Il y a une délibération très importante de 2004, du 6 octobre 2004, portant réglementation économique, qui donc a été adoptée sous la forme de délibération réglementaire et qui aujourd'hui a été abrogée ou quasi complètement abrogée et revue, reformatée à travers deux lois du pays. Une loi du 24 octobre 2013 relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie et une loi du pays du 30 septembre 2016, ce qu'on a appelé la loi concurrence, compétitivité et prix. Voilà, donc je pense que l'augmentation que l'on observe là du nombre de lois du pays, elle est liée très probablement à un travail des institutions plus important qu'auparavant. Mais pas seulement. Je crois qu'on a les élus, les conseillers, les administrations ont désormais une lecture beaucoup plus libérée. On assume plus la loi du pays. Je me souviens qu'au début, on avait un peu peur. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que la loi du pays est devenue la règle et la délibération l'exception, mais on n'en est pas loin. Et puis, un troisième point que je voulais aborder, très rapidement, c'est l'effort. Je voulais quand même souligner l'effort du gouvernement et du Congrès de rendre la loi du pays la plus accessible pour les opérateurs, pour le public, pour les administrés. Je pense que... alors là, bon, on aura peut-être une analyse critique de mon collègue du barreau, mais je crois vraiment, sincèrement, qu'il y a eu un effort ces dernières années de rendre le travail législatif du Congrès beaucoup plus lisible et beaucoup plus accessible à travers un travail de codification qui s'est intensifié ces dernières années. Il y a aujourd'hui des matières, des compétences qui sont exercées par la Nouvelle-Calédonie. La plupart d'ailleurs, en tout cas les compétences les plus importantes, sont toutes codifiées. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des lois éparpillées, qui sont difficiles à lire, lorsqu'on en modifie, elles sont difficiles à compiler,
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour l'administré. Il suffit de consulter le code et il a, dans un document unique, l'ensemble des lois adoptées dans une même matière. Donc l'outil de codification est à mon avis un outil indispensable pour l'accessibilité et la lisibilité du droit. Et la loi du pays, je pense, aujourd'hui, alors il y a évidemment des efforts probablement à faire, mais je pense que la loi du pays est largement accessible, en tout cas plus qu'avant, au grand public. Alors on peut citer le code de l'urbanisme qui a été revu lors de la précédente mandature, alors que cette matière avait très peu été exercée. Il existe un code du travail. L'ordonnance de 85 a été codifiée pendant la période de l'accord de Nouméa. Le code minier a été élaboré. La Nouvelle-Calédonie est un pays minier. Le code minier date de 2009. C'est-à-dire que c'est pendant la période de l'accord de Nouméa que le code minier a été élaboré. Le code de la consommation a été aussi élaboré pendant la période de l'accord de Nouméa. On a hérité du code de commerce puisque le droit commercial a été transféré, mais ce code de commerce, le Congrès se l'est approprié et le législateur calédonien le modifie régulièrement. Le code des assurances a été revu. Le président en parlait tout à l'heure. En fait, c'est une compétence que la Nouvelle-Calédonie détient depuis 1976. Et le Congrès avait adopté une seule délibération, c'était en 1983. Et pendant la période de l'accord de Nouméa, ce code des assurances avait complètement été revu et actualisé pour éviter la vitrification. Alors il y a deux grosses lacunes qui sont souvent pointées du doigt par le Conseil d'État. Il n'y a pas de code de la sécurité sociale. C'est peut-être un travail que le gouvernement pourrait entreprendre. Et il n'y a pas non plus de code de la fonction publique. Et là, c'est vrai que c'est très difficile de s'y retrouver dans les textes en matière de fonction publique. Voilà, donc la troisième idée que je voulais vous soumettre, c'est que, selon moi, le législateur rend public et rend accessible le travail qu'il fournit. Merci Laurent Travers. La suite logique, vous l'avez compris, et je me tourne vers l'interlocuteur qui est juste à côté de moi, c'est Maître Queno, qui est avocat à la Cour, spécialisé en droit des affaires, parce qu'effectivement, on a rappelé le contexte, pourquoi ces lois du pays étaient votées, comment, etc. Mais la question aussi qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'elles deviennent une fois qu'elles sont votées, comment elles s'appliquent et comment elles se déclinent dans la vie des Calédoniens. Oui, merci. Effectivement, je voulais déjà remercier Monsieur le Président du Congrès pour donner la voix aujourd'hui aux praticiens, à ceux qui, après que la loi ait été votée, élaborée, sont en charge de l'appliquer tous les jours. Vous l'avez entendu, vous avez entendu les présentations, l'historique, de l'aspect théorique de la façon de légiférer, les aspects théoriques sur nos lois du pays. Ce que je vais essayer de développer, moi, c'est effectivement cette appréhension des lois du pays par les praticiens. Alors je vous rassure tout de suite, quand je dis les praticiens, c'est pas l'avocat avec la robe qui va plaider et savoir comment on perçoit ces lois devant les tribunaux, mais l'avocat au sens large, au sens conseil, savoir exactement comment ces lois sont appliquées au niveau de la vie économique de la Nouvelle-Calédonie, comment ces lois du pays, cette particularité est perçue par les opérateurs économiques. Pour cela, j'ai choisi moi un thème qui est celui de la sécurité juridique, qui reprend ce que vient de dire Laurent Travers sur l'intelligibilité, la clarté et l'accessibilité de la loi pour ses destinataires. C'est effectivement quelque chose, moi, qui me paraît être un chemin qui va guider mon intervention, celui de la sécurité juridique, c'est-à-dire la possibilité pour ceux qui se voient appliquer la loi ou ceux qui doivent l'appliquer, de l'appliquer en connaissance de cause et de pouvoir prévoir les situations qui sont visées par la loi. Donc de là, je dégagerai 3 points que l'on va voir successivement. Alors pour moi, le premier point, et ça rejoint aussi également ce que disait Laurent Travers, il me semble que les lois du pays actuellement sont prises selon un rythme qui est adapté au territoire.
Pourquoi je dis ça? Parce que tout d'abord, au niveau du transfert des compétences, j'étais dans certaines commissions pour le transfert des compétences civiles et commerciales. On a eu tout d'abord une grande crainte, c'est que la Nouvelle-Calédonie et que le Congrès n'arrivent pas à exercer sa compétence. Chose qui finalement ne s'est pas révélée totalement justifiée, puisque, vous l'avez vu, on a maintenant un rythme législatif qui est plus important, 225 lois du pays qui ont été élaborées. Donc cette peur que, faute peut-être de moyens, on n'ait pas de loi, on ne puisse pas légiférer, finalement cette peur n'était guère fondée. Laurent Travers l'a dit également, on a un petit déficit, et on le sent, nous, dans la pratique, on a un petit déficit au niveau du droit civil. Deuxième point, surtout au niveau de cette élaboration, on a un rythme qui me semble adapté au territoire, puisque les législations actuelles, ce que l'on reproche souvent aux législateurs, et notamment quand on reprend les législateurs français, c'est de faire trop de lois, d'avoir une inflation législative qui nuit à la lisibilité et à la possibilité pour les acteurs de comprendre et d'appliquer et de suivre l'évolution des lois. Bien souvent, les législateurs produisent de trop nombreuses lois, trop fréquemment, et les modifient trop fréquemment. Du coup, ce n'est pas le cas pour nous. La loi du pays, on a eu 225 lois du pays, on a quelques lois du pays, même quand on prend la matière la plus développée qui est le droit fiscal, vous avez globalement par an une ou deux lois du pays qui portent dispositions diverses en droit fiscal ou en droit douanier. Donc ça permet à nos entreprises, ça permet aux citoyens, ça permet surtout aux PME de suivre l'évolution des lois et de ne pas être dépassés, de ne pas faire d'erreurs parce qu'ils n'ont pas vu la dernière loi publiée et de ne pas se tromper sur les règles juridiques applicables. Donc ça, c'est un véritable instrument de sécurité juridique. Pour la sécurité juridique elle-même, mon deuxième point, dire qu'effectivement, on a, grâce aux lois du pays, une sécurité juridique accrue. Au départ, on l'a dit aussi, avant même les transferts de compétences du droit civil, droit commercial, on avait en pratique quelques difficultés, même pas mal de difficultés, pour déterminer quelles étaient les règles applicables. Délibération, loi métropolitaine, etc. C'était assez flou. Depuis, et notamment grâce aussi au transfert de compétences, on a des zones, on a des domaines du droit qui sont beaucoup plus clairs et qui sont beaucoup plus clairs pour nous praticiens. On l'a dit également, c'est l'aspect du droit commercial, notamment le livre 4 qui est sur la concurrence et le droit économique, qui est totalement écrit pour la Nouvelle-Calédonie au terme d'une loi du pays, ce qui simplifie énormément l'accès au droit et la lisibilité. Ensuite, également pour, on va dire, accroître cette sécurité juridique, on a un processus d'élaboration que moi je trouve assez, pas étonnant, mais assez intéressant, qui est de voir que les lois du pays sont souvent associées à des discussions avec les opérateurs économiques. Si on reprend la loi qui a été certes contestée, qui est encore difficile d'application sur la TGC, on a mis des années et on a mis tous les acteurs économiques autour de la table, sur un calendrier partagé, pour arriver à établir cette loi et ses dispositions. Donc c'est un facteur aussi de sécurité juridique, puisque les problèmes qui pourraient se révéler a posteriori, une fois que la loi a été votée, peuvent être, par ce biais, déjà soulevés, et on peut déjà enlever différentes difficultés, différents problèmes d'application, par l'interrogation, par la discussion qui est plus aisée avec le législateur local. Mon troisième point, et j'en finirai par là, ce sont les attentes de la pratique. Alors,
Personnellement, moi, je rencontre très peu de problèmes véritablement techniques d'application de la loi du pays. Elle est relativement claire. Elle n'est pas source véritablement de difficultés quant à son application technique. Mais en tant que praticien, on peut avoir un souhait que la loi du pays aille encore plus loin, que les compétences soient encore plus exercées et on pourra avoir une meilleure adaptation de la loi du pays. On peut prendre l'exemple, par exemple, du droit du travail, où on devrait adapter, ou on pourrait adapter nos lois du pays et notre droit du travail à la situation locale qui n'existe qu'ici, notamment par rapport aux droits coutumiers, aux obligations coutumières des salariés. Il faudrait effectivement que la loi du pays s'empare de ce point pour parfaire la législation du travail local. De même, le dernier point, ça veut dire que la loi du pays, pour moi, elle doit être véritablement particulière, ça doit être du sur-mesure pour la Nouvelle-Calédonie, et pas un simple décalque d'une loi métropolitaine. Si on prend pour exemple la loi sur les concentrations, qui, à mon avis, n'a jamais été adaptée au départ à la Nouvelle-Calédonie, c'est ni plus ni moins que le décalque d'une loi qui est appliquée en métropole, d'une loi qui est appliquée et des règles qui sont les mêmes au niveau européen. Donc quelque chose qui est totalement décalé par rapport à la situation de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est le seul reproche que l'on pourrait faire en tant que praticien à la loi du pays. C'est de dire, bon, il nous faut vraiment quelque chose, un outil qui est véritablement adapté à nos préoccupations, à notre situation, et à la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà les principales points, les principales remarques que je voulais développer avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Queno. On va avoir une dernière intervention. On va retrouver Mathias Chauchat dans un petit instant. Juste avant ça, je précise que à la fin des interventions, vous aurez évidemment le loisir de poser des questions ou de demander des explications sur tel ou tel point aux intervenants qui sont à cette table. Vous aurez évidemment la parole une fois que les interventions seront terminées. On a donc parlé de la mise en place de ces lois de pays, de l'histoire, un petit peu du présent. On va aussi parler un peu d'avenir, Mathias Chauchat, parce qu'il faut voir un peu comment ces choses-là pourraient évoluer éventuellement dans les années qui viennent. Merci, oui. Je vois qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que je vais développer devant vous. Moi, je suis très favorable à l'instrument de la loi du pays, mais je suis un observateur que j'espère lucide aussi de l'adoption des lois du pays. Et donc, je ne vais pas vous faire un panégyrique de la loi du pays. Je voudrais souligner auprès de vous un certain nombre de points qui méritent, il me semble, amélioration à l'avenir sur la loi du pays et ses perspectives. Alors le premier point que je voulais soulever, c'est qu'il y a quand même un risque potentiel de zone d'arbitraire dans la procédure de la loi du pays. Et je voudrais rappeler cette possibilité qu'a la loi du pays de provenir à la fois du gouvernement, c'est-à-dire des projets de loi du pays, et des membres du Congrès, les propositions de loi du pays. Et l'article 100 de la loi organique dit que si, dans un cas, les projets de loi du pays sont soumis pour avis au Conseil d'État par le gouvernement, les propositions de loi du pays sont, elles, soumises pour avis au Conseil d'État par le président du Congrès, avant leur première lecture. Et ça n'a pas été tout à fait le cas. Le président Simon Louécotte vous en parlera. Ça n'a pas été tout à fait le cas parce qu'on a introduit une différence de traitement entre les projets de loi du pays et les propositions de loi du pays. En fait, alors que le texte de l'article 100 vous dit le président du Congrès transmet, les propositions de loi du pays sont soumises
pour avis, avec un indicatif qui vaut l'impératif. Le président du Congrès a estimé qu'il avait un pouvoir discrétionnaire de refuser la transmission au Conseil d'État. Et on a introduit finalement une différence qui est devenue presque une habitude, même si ça s'est un petit peu corrigé par la suite, de ce qu'il y ait essentiellement des projets de loi du pays et finalement peu de propositions de loi du pays. Alors, ça n'a pas été corrigé, et c'est ça qui est curieux par les tribunaux. Parce que donc c'était un recours qui était fait à l'époque par l'Union calédonienne. Il s'agissait d'une proposition de loi du pays de l'UC sur la création déjà d'une CSG, une cotisation sociale généralisée. Et ça n'a pas été transmis donc au Conseil d'État. Et qu'a dit le tribunal administratif ? Le tribunal administratif, il a dit en 2002... finalement, je ne suis pas compétent pour la procédure législative. Alors, ça nous vient de loin, ça vient de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire qui ont interdit aux tribunaux de prendre aucune part à l'exercice du pouvoir législatif. Seulement, je veux dire, on n'est plus sous la Révolution. Je veux dire, l'état de droit, il est global. On ne peut pas laisser subsister des zones de pouvoir sans contrôle et sans juge. Et en fait, un autre raisonnement était possible, c'est considérer qu'on était dans le cadre procédural, dans l'examen des compétences du président du Congrès, et considérer que le président du Congrès ne pouvait refuser de transmettre que si le projet n'était vraiment pas en l'état, je veux dire, d'être transmis au Conseil d'État, sous le contrôle de ce que le juge appelle l'erreur manifeste d'appréciation. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que du coup, ça a été corrigé par les présidents du Congrès successifs, d'ailleurs Rocco Mitan, dans ses premiers mandats de président du Congrès. Il y a eu quelques propositions de loi du pays, mais cette inégalité fondamentale subsiste. C'est-à-dire qu'un président du Congrès a toujours la possibilité de ne pas faire suivre finalement au Conseil d'État une initiative des membres du Congrès et donc de bloquer les propositions de loi du pays. Et il me semble que ce n'est pas très bon pour l'équilibre des forces. Signale une autre incongruité du même style, puisqu'on est un peu dans les zones d'arbitraire, c'est l'avis du Conseil d'État. C'est très bien de demander l'avis du Conseil d'État. Tout le monde est fin fier d'aller au Palais Royal. Mais au-delà de ça, l'avis du Conseil d'État, finalement, il est transmis aux autorités institutionnelles. Donc, il est transmis au président du gouvernement, au président du Congrès, etc. Et il n'est pas directement publié. Alors, c'est l'habitude du Conseil d'État qui dit que l'avis appartient à ceux qui l'ont sollicité, etc. Mais du coup, la procédure législative n'est pas totalement non plus transparente, alors que la loi devrait être discutée de façon ouverte, éclairée par tous. Et donc, je pense que ça crée une différence entre les initiés et les pas initiés de l'avis du Conseil d'État au moins un certain temps. Donc, moi, je pense que le président du Congrès pourrait, dès qu'il reçoit l'avis du Conseil d'État, le mettre directement en accès libre sur Internet, sur le site du Congrès, parce que je pense qu'il faut rompre avec ces traditions qui sont permanentes de secret. Donc, je livre cette réflexion. Alors, d'autant que l'avis du Conseil d'État n'est pas une garantie absolue. Parce que, et je vais revenir au point suivant après sur le contrôle, lorsque vous voulez rentrer dans la loi du pays une disposition qui est constitutionnellement limite, pour ne pas dire inconstitutionnelle, mais personne n'a la vérité absolue, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne la soumettez pas à l'avis du Conseil d'État. Comme ça, vous avez un bel avis du Conseil d'État qui dit votre projet de loi est super bien. Et ensuite, vous allez introduire la disposition limite par un amendement dans le débat parlementaire. Et comme ça, personne n'y voit que du feu, parce que, je veux dire, l'examen de la légalité de l'amendement va être beaucoup plus précaire. Donc ça, vous voyez, c'est des petites zones de discussion de la loi du pays qui, à mon avis, justifient, comme je vous le disais, qu'il y ait une deuxième lecture de la loi du pays. Alors, ma seconde remarque sur la procédure, ça va être sur le contrôle. On s'est félicité en disant, finalement, il y a peu de déférés,
le Conseil constitutionnel sanctionne jamais, c'est qu'on est très bon. Alors, je voudrais quand même un petit peu nuancer ça. Vous savez que le déféré peut être fait par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du Congrès, le président d'une assemblée de province, la deuxième lecture par 11 membres du Congrès, et puis le déféré final par 18 membres du Congrès. Et cette garantie du déféré, indépendamment de la QPC maintenant qui existe, n'est pas une si forte garantie que cela. Parce que, je dirais, ni les partis, ni l'État n'aiment déférer. Et il y a deux faiblesses qu'on retrouve dans l'examen des lois du pays. La première, c'est l'évaluation. Alors ça, c'est une faiblesse, je veux dire, qui nous est léguée par la France, qu'on retrouve exactement devant le législateur français. C'est-à-dire, on n'aime pas évaluer. Et si on évalue les dépenses, on les sous-évalue quasiment systématiquement. On surévalue les recettes de façon... Mais dans des proportions qui paraissent rendre la loi parfois insincère. Et j'en parle surtout sur les lois fiscales ou les lois économiques. Donc il y a cette évaluation qui est insuffisante, qui est doublée d'une garantie de constitutionnalité qui est faible. Je donne juste un exemple qui a défrayé la chronique, c'est la loi fiscale sur la défiscalisation du logement intermédiaire. Vous voyez une grue dans la rue, c'est du logement intermédiaire avec une défiscalisation qui, mine de rien, a déjà coûté 15 milliards de francs au pays. Hein. Je veux dire, voilà, c'est 15 milliards de francs et 1800 bénéficiaires. Je dis juste ça. Et donc, cette loi du pays, elle a plusieurs éléments quand même qui posent problème. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que pour l'entretien de la force publique, pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Ouais, c'est une règle de base de la Constitution. Et alors, lorsque vous permettez de faire disparaître totalement votre impôt sur le revenu dans la défiscalisation du logement intermédiaire, est-ce que vous contribuez, selon vos facultés, aux dépenses d'administration du pays? Vous voyez, il y a un problème constitutionnel. Et je ne dis pas qu'il existe, puisque personne ne l'a jamais tranché, mais on suppose qu'il existe. De même que par amendement qui a été fait en séance par le parti Calédonie Ensemble, on a dit on va ouvrir la défiscalisation du logement intermédiaire aux classes moyennes qui pourront défiscaliser leur propre logement. Du coup, quand vous défiscalisez votre propre logement, où est l'avantage d'intérêt général qui permet de justifier la défiscalisation? La défiscalisation au début, c'est pour apporter quelque chose en plus sur le marché. C'est pas pour s'enrichir personnellement. Vous voyez, il y a quand même des problèmes. Alors, le FLNKS avait demandé, enfin le groupe UC-FLNKS plus exactement, a demandé une seconde lecture qui a eu lieu. Elle a eu lieu avec le Congrès, vous vous souvenez, environné du BTP, juste avant les élections provinciales. Et finalement, le groupe UC-FLNKS a décidé qu'il n'allait pas devenir le bouc émissaire de la crise du bâtiment, et donc il n'a pas déféré au Conseil constitutionnel. L'État non plus. Vous croyez que le haut-commissaire, il ne s'est pas aperçu qu'il y avait un problème dans la loi du pays? Donc, c'est juste que vous ayez une réflexion donc, sur quand même la constitutionnalité parfois des dispositifs qu'on fait passer, notamment en matière fiscale. Et puisqu'on va bientôt reparler des compétences de l'article 27 et du contrôle des collectivités, vous voyez qu'il faut un mode de contrôle qui soit plus objectif. Il faut des autorités administratives indépendantes qui assurent les déférés, etc. De façon à ce qu'on n'ait pas cette espèce de déféré qui a lieu finalement selon les circonstances politiques et les majorités en place. Donc, c'est une réflexion que je voulais vous donner, mais elle est réelle. Troisième point de réflexion, je serai très court puisqu'on l'a déjà évoqué, c'est le copier-coller de la métropole. Quand même, beaucoup de nos lois du pays font pas montre d'une immense innovation, sauf peut-être en matière fiscale, alors qu'on est quand même en Mélanésie, entouré de pays mélanésiens qui ont reçu de la colonisation anglo-saxonne une tradition plus entrepreneuriale que la nôtre. On est à côté de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, qui par bien des côtés sont des modèles de gouvernance, d'efficacité, tant économique qu'administrative.
Et donc, on a tendance à regarder la France comme une étoile en reprenant systématiquement tous ces textes. Donc, réfléchissez à ça, quelque part, l'adaptation doit être bien plus grande. J'aurais la cruauté de reprendre, par exemple, l'exemple du Code du travail qui était pris. On a fait une copie du Code du travail français dont, vous le savez, l'efficacité, la légèreté, la simplicité sont légendaires. Alors qu'il était quand même si simple, je veux dire, de regarder en Nouvelle-Zélande ce qui se passe. Je veux dire, c'est un modèle de droit du travail bien plus efficace, où il y a une bien plus grande latitude du juge pour intervenir. Alors, puisqu'on parlait, Laurent Travers l'a abordé, du Code de la fonction publique, notre fonction publique, elle copie l'incomparable modèle français. Je veux dire, là encore, ce que je suggère, c'est qu'avant toute titularisation d'un fonctionnaire de catégorie A de la Nouvelle-Calédonie territoriale, on impose un stage dans la zone Pacifique, en dehors de la Polynésie française et de Wallis et Futuna. Je pense que c'est le minimum nécessaire pour qu'il y ait une imprégnation, je veux dire, de nos fonctionnaires de la zone Pacifique, notre zone, je veux dire, naturelle. Et je pense que ça améliorera fondamentalement à terme la qualité des lois du pays. Et puis ma dernière réflexion, là aussi elle est très courte. C'est sur le domaine de la loi du pays. Est-ce que la loi du pays va rester éternellement cantonnée à son domaine de l'article 99 ? Alors, on avait résumé ça avec Yohann Toubens. Donc, on a vu le recours Nicole Waya, dont l'esprit est encore un peu ici. Yohann Toubens, qui est sous-préfet de métropole, donc il montre que le niveau finalement des fonctionnaires calédoniens, était directeur de service juridique de la province sud, sous-préfet maintenant en métropole. J'avais coécrit un article avec lui. Et on avait repris cette expression ensemble, la créature de la loi du pays échappera-t-elle un jour à son créateur ? Et c'était pour dire que la loi du pays, c'est un instrument extrêmement puissant. Il a sa dynamique propre. Et la loi du pays va progressivement s'étendre. Et Laurent Travers l'a bien montré. C'est-à-dire qu'on commence à faire intervenir dans la loi du pays ce qui était du domaine de la délibération. Mais la loi du pays, elle a une dynamique propre qui va la faire s'étendre. Je voudrais juste signaler qu'en métropole, le Conseil constitutionnel, par exemple, avait dit, alors que la loi est limitée par l'article 34, il avait dit ouais, mais la loi elle peut aussi s'étendre aux matières indirectement touchées par l'article 34. Et c'était le cas, par exemple, pour la planification. Il n'y a rien qui disait que la loi portant réforme de la planification était dans l'article 34. Le mot y figurait pas. Mais comme ça concernait indirectement des matières de l'article 34, le Conseil constitutionnel avait dit ça relève de la loi. Et bien ce mécanisme, il est déjà à l'œuvre en Nouvelle-Calédonie. Parce que lorsqu'il y a eu l'affaire de la TGC, la taxe sur le fret aérien, la TFA, la taxe sur le fret aérien, il y avait eu des dispositions qui avaient été annulées, etc. La question avait été de savoir si la Nouvelle-Calédonie pouvait valider ses propres délibérations par la loi, c'est-à-dire les faire rétroagir pour le passé. C'est pas dans l'article 99. Et pourtant, le Conseil d'État a dit bah oui, parce que sinon on n'a pas véritablement de solution. Donc on a permis, et ça a d'ailleurs été fait, à la loi du pays déjà d'intervenir au-delà, finalement, des seules limites de l'article 99 qui sont dans la loi du pays. Donc vous voyez, ces limitations de l'article 90 sont peut-être pas si solides qu'on le croit. Bref, je voulais juste terminer en vous disant quand même que cette innovation de la loi du pays est quand même restée unique dans l'espace français et que c'est quand même la marque finalement d'une souveraineté collective du pays. C'est un instrument extrêmement puissant, c'est un instrument qu'il faut utiliser justement avec un certain respect parce qu'il va s'imposer au juge administratif que son contrôle est finalement, malgré la QPC, relativement rare. Donc cet instrument très puissant
il est quand même l'expression finalement de quelque chose qui est en train de participer de la transformation de la nature de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à nos 5 intervenants qui vont pouvoir reprendre la parole, mais vous avez peut-être, maintenant vous savez tout sur les lois du pays, quand même quelques questions, quelques interrogations, quelques réflexions à partager. Donc c'est vous qui avez la parole pour interpeller évidemment les intervenants de cette table ronde. Sur un aspect très pratique, vous levez la main bien haut pour que je vous passe la parole. Pour les personnes qui sont assises sur le banc des élus, il suffit d'allumer le micro pour parler. Et pour celles qui sont derrière, il y a des agents du Congrès qui vous porteront un micro pour qu'on vous entende fort et clair. Il y a une première question, une première intervention de vous allumer votre micro. Allez-y. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui en béotien de la juridiction. Mais j'ai trouvé quand même beaucoup de points communs dans les divers intervenants, notamment M. Martial Sosa. J'ai retenu une phrase, évidemment, pour le béotien que je suis, c'est que il y a dans le domaine de la loi du pays, toutes les lois, tous les textes doivent être les mêmes pour tous. Bon, ça me paraît essentiel. Monsieur Laurent Travers, également, un peu plus loin, a parlé de l'accord de Nouméa, de la régulation de la santé. Alors la santé, ça m'intéresse parce que pour les gens qui me connaissent, je suis président de l'Association de défense des victimes de l'amiante en Nouvelle-Calédonie, qui est un sujet très, très sensible. Et d'ailleurs, monsieur Laurent Travers a parlé du droit de la santé, pour lequel il paraît qu'il y a une réforme d'envisager. Il serait temps quand même, parce qu'on en est quand même à 30 morts par an dues à l'amiante en Nouvelle-Calédonie. Pas tous dans le cadre professionnel, mais enfin dans le cadre de la santé en général, beaucoup. Maître Queno a parlé aussi d'une sécurité... Ah oui, alors ça m'a beaucoup amusé, que les lois du pays apportaient une sécurité accrue, les lois de santé. Pour la sécurité, je fais référence, alors je pourrais vous citer des tas de choses, mais en béotien, je ne veux pas quand même trop me noyer et noyer les auditeurs, il y a certainement d'autres choses à dire, mais comme je suppose que vous n'avez pas sous la main directement le texte d'une loi de santé, d'une loi du pays par contre. C'est la loi 2005-4, ça doit être la 4e, qui a été votée qui a été mise en avant par Marie-Noëlle Temmereau, qui est présidente du gouvernement de l'époque. Dans son article 29, elle a dit que, vous savez, dans le Code du travail, un employeur est responsable de la santé de ses salariés. Il y a toutes les formes. Hein. Et s'il enfreint ces lois sur la sécurité de ses travailleurs, il est condamné pour faute inexcusable. Faute inexcusable. Eh bien, Marie-Noëlle Temmereau, elle a dit que si jamais elle a voté une loi du pays qui dit que s'il est condamné pour faute inexcusable, il n'a qu'à prendre une assurance qui le remboursement des frais financiers de sa faute inexcusable après condamnation. Point final. Alors, je conseille à nos légistes là, de faire la même chose par exemple, pour le code de la route. Vous avez le permis de conduire, vous écrasez un père de famille de 5 enfants, et vous demandez à votre assurance auto de prendre en charge les victimes. Là, c'est tout. Merci de votre intervention, qui n'appelle pas forcément de commentaires ou de réponses. Laurent Travers, vous vouliez dire un petit mot, non? Pas particulièrement. Est-ce qu'il y a une autre personne qui... Oui, allez-y, Maître Queno. Je vais juste prendre la parole 2 minutes pour répondre. Je suis ravi que mon propos vous ait peut-être amusé, mais quand je parlais de sécurité accrue, je parle uniquement de sécurité juridique. Je ne parlais pas de sécurité en général sur du travail, etc. Je parle de sécurité juridique, c'est-à-dire de prévisibilité, de lisibilité, d'accessibilité de la loi. C'était uniquement ce pan-là. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une question ou une remarque aux intervenants? Oui, madame, on va vous porter un micro tout de suite. Merci.
Bonjour. Dans un premier temps, je voulais remercier la qualité des intervenants. C'est pas une question, c'est juste une précision par rapport à la réflexion de M. Chauchard concernant les avis du Conseil d'État, leur publicité. Je voulais juste préciser que le site Juridoc, qui est un site géré par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, met désormais en fait à disposition les avis du Conseil d'État en ligne. Donc chaque citoyen qui souhaite avoir l'information peut désormais le faire. Donc c'était juste une précision par rapport à cela. Voilà. Précision utile. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, à quel moment est-ce que vous mettez... oui, c'est moi qui vous demande. À quel moment vous le mettez en ligne? Merci. Je m'excuse, je n'ai pas la réponse à cette question parce que ce n'est pas moi qui gère cette procédure, mais c'est juste... voilà. Laurent Travers, vous avez peut-être des éléments de réponse. Oui, alors effectivement, je vous rejoins, madame. Les avis du Conseil d'État, maintenant, sont publiés. Alors, c'est un accord entre le gouvernement, le président du gouvernement qui a la maîtrise des avis du Conseil d'État sur les projets, et du président du Congrès qui a la maîtrise de la publicité des avis du Conseil d'État sur les propositions. Donc il y a eu un accord entre les deux institutions et les avis, aussi bien des projets et des propositions, sont effectivement tous publiés sur le site internet Juridoc. Alors ils le sont aujourd'hui, effectivement, au moment où la loi est promulguée, c'est-à-dire à l'issue du dispositif, du processus d'adoption de la loi. Alors, je ne sais pas si, Monsieur le Président, vous me permettez peut-être de faire une annonce. Il y a une proposition de modification du règlement intérieur qui a été initiée par le Président. Et il y a dans les différentes propositions qui sont formulées précisément l'objectif de diffuser sur le site internet du Congrès les projets et les propositions au moment de leur dépôt. Voilà. Alors, on conservera, c'est la proposition qui sera faite aux conseillers de la Nouvelle-Calédonie, on conservera le caractère non public des travaux de commission, pour un certain nombre de raisons. Mais en revanche, les projets et les propositions de loi qui sont déposés sur le bureau du Congrès seront, à ce moment-là, dès leur dépôt, rendus publics. Merci de cette précision. Une autre question, une autre intervention? Profitez-en. Vous avez droit aussi, vous aussi, d'amener des précisions par rapport à ce que vous avez dit ou entendu. Oui, allez-y. Bonjour. Moi, j'avais une question au niveau plutôt pratique, pragmatique. Enfin, j'en ai deux. La première, c'est lorsque deux normes constitutionnelles se contredisent. A priori, de ce qu'on a pu comprendre, c'est que lorsqu'il s'agit de principes, d'objectifs de l'accord de Nouméa, elle primerait sur un objectif ou un principe de la Constitution française en elle-même. Et ensuite, le deuxième point, ça serait plutôt au président du Congrès, à savoir, est-ce que... Je suis un peu stressé. Prenez votre temps. Pour respirer, j'ai oublié de respirer en fait. Parce que je ne veux pas du tout me positionner au niveau politique, c'est pour ça que j'essaie de peser mes mots. Est-ce que les délibérations, les échanges au sein du Congrès revêtent un caractère particulier dans la mesure où on est dans une mandature assez particulière? À savoir, est-ce qu'il y a des discussions un petit peu sur la sortie de l'accord de Nouméa, si on peut parler de sortie? Est-ce qu'on prépare déjà quelque chose? Est-ce qu'on peut sentir une atmosphère un petit peu différente? Ou est-ce que ça s'inscrit dans une continuité des mandatures précédentes? Monsieur le Président, vous pouvez peut-être répondre à cette question tout de suite. C'était le précédent mandat, là. C'est là où ça a été difficile. Oui. Et un peu aussi l'autre avant. C'est-à-dire le mandat 2009-2014. Voilà. Donc à l'approche des élections provinciales. Et 2014-2019 à l'approche du référendum. Voilà. Donc là, l'état d'esprit ici, c'était quand même plutôt guerrier, quoi, entre les différents groupes. Mais depuis les élections du 12 mai et la mise en place
du Congrès dans sa nouvelle version, donc issue des élections du 12 mai, en fait, les débats sont plus calmes. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'on est en train de nous jauger. Il faut dire aussi que presque la moitié des élus sont des nouveaux élus. Voilà. Donc, il y a eu un renouvellement de la classe politique des élus, quoi, en fait. Donc, je pense que la moyenne d'âge, c'est un peu plus jeune que les mandats précédents. Il y a plus de dames. C'est une majorité de dames qu'on a ici. Hein. Voilà, peut-être c'est ce qui fait que c'est plus calme. Voilà. Donc, pour le moment, hein, donc on va voir à l'approche des communales, des municipales, parce que là, ils sont en train de ils commencent déjà à aiguiser leur couteau, là. Et puis à l'approche du référendum de 2020, quoi. Mais pour répondre directement à la question, c'est vrai que c'était dur entre 2009 et 2014, parce que j'étais à 2 reprises, j'étais président de cette assemblée, et j'ai eu à arbitrer, c'est pas loin des matchs de boxe. Hein. J'ai dû même une fois arrêter complètement, j'ai suspendu la séance. Voilà. Ce mandat qui vient de se terminer là aussi, c'était pareil. Bon, parce qu'il y avait les élus des différents groupes. C'est pas seulement indépendantistes contre non-indépendantistes, c'est même à l'intérieur essentiellement des groupes non-indépendantistes. Voilà. C'était très violent. Voilà. Mais là, maintenant, depuis 2 mois maintenant, 2-3 mois, non, c'est plus calme, hein, voilà, pour répondre à votre question. Alors, on va voir dans les semaines qui viennent. Parce qu'en fait, le Congrès commence là tout doucement, puisque le gouvernement vient d'être mis en place il n'y a pas tellement longtemps. Donc les textes commencent à nous arriver. Mais pour le moment, ce sont des textes plutôt techniques qui ne posent pas, de débat de fond sur les fondamentaux, quoi, idéologiques des uns et des autres. Quoi. Voilà. Merci pour cette réponse. Puis il y avait donc une autre question, la première, qui concerne l'arbitrage, entre guillemets, quand il y a un conflit constitutionnel, en quelque sorte. Mathias Chauchat, sur ce point-là. Oui, très rapidement. La Nouvelle-Calédonie, elle est insérée au titre 13 de la Constitution française, qui représente finalement la petite constitution calédonienne au sein de la grande constitution française. Et en fait, il faut interpréter la lecture de la Constitution française pour la Nouvelle-Calédonie telle qu'elle a été modifiée, et dans les limites où elle a été modifiée par l'accord de Nouméa, donc, qui est constitutionnalisé au titre 13. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut y avoir la loi du pays, une loi pleine et entière, dans le cadre pourtant de l'unicité de la République et de la loi. Tout simplement parce que le titre 13 a dérogé au sein de la Constitution française aux grands principes constitutionnels. On dit que c'est la loi spéciale déroge à la loi générale, c'est un principe constant d'interprétation. Mais qui fait que, je dis souvent aux étudiants, méfiez-vous d'aller tout de suite sur Google ou Wikipédia, parce que souvent, évidemment, l'interprétation des principes constitutionnels est pas la même ici, parce qu'elle a été affectée, justement, par certaines dispositions de l'accord de Nouméa. Merci, oui. Simon Lecotte. Si je peux me permettre, Rocco Mitan, Oui, allez-y. Si je peux me permettre pour donner suite à la question qui a été posée sur l'ambiance qui règne ici au Congrès. Il ne faut jamais oublier qu'on est au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est le Parlement de la Nouvelle-Calédonie. C'est ici que toutes les grandes décisions se prennent. C'est la seule institution de la Nouvelle-Calédonie qui a obligation de publier au journal officiel ses débats. Jamais oublier ça. Et que donc, le propos qui est tenu ici, chacun qui ouvre la bouche, qui ouvre son micro, qui obtient la parole du président, il faut bien qu'il mesure la portée de son propos. 50 ans après, dans les archives, vous les retrouvez comme aujourd'hui, on retrouve les propos qui ont été tenus lors des conseils généraux de l'époque. C'est la seule institution comme ça. Et c'est pour donner l'importance de la parole qui est tenue ici. Alors chaque fois, des fois, les uns et les autres n'ont pas une tenue convenable, certes, mais il faut savoir que c'est comme ça. C'est l'institution de la Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, par exemple, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, vous avez des débats qui datent de 1800 quelques qu'on retrouve dans les archives. Eh bien, sachez que peut-être que 100 ans après, on retrouve encore des débats. Seul de la Nouvelle-Calédonie, le Congrès figurera. Jamais l'oublier, ça. Laurent Travers voulait aussi intervenir, mais plutôt sur la deuxième partie.
Oui, très rapidement sur les conflits de normes, de principes constitutionnels. Pour donner un exemple très concret, le Congrès avait, il y a quelques années, conforté le monopole d'importation de l'OCEF, qui faisait l'objet d'un certain nombre de contentieux par un importateur de viande. Donc vous savez que l'OCEF, c'est un établissement public qui a un monopole d'importation de viande, donc c'est le seul à pouvoir importer et distribuer de la viande en complément de la production locale. Donc on avait en balance là, d'abord du point de vue de l'importateur concurrent qui contestait le monopole de l'OCEF, le principe de liberté d'entreprendre et de liberté du commerce et de l'industrie, qui sont deux principes à valeur constitutionnelle. Ça, c'était le point de vue de l'importateur. Il défendait sa liberté d'entreprendre. Et puis, il y a l'institution, le Congrès, qui défendait un principe, un objectif à valeur constitutionnelle spécifique à la Nouvelle-Calédonie, parce que, rappelé et fixé dans l'accord de Nouméa, c'est le principe de rééquilibrage, puisque c'est bien ce principe-là qui a été mis en avant dans cette affaire, parce que le monopole de l'OCEF, à travers la régulation qu'il opère entre, d'une part, la production locale et, d'autre part, l'importation de viande qu'il fait en complément de la production locale, il participe finalement à l'écoulement de la filière locale, et les éleveurs sont principalement basés au nord du territoire, et donc ça maintient l'élevage au nord de la Calédonie. Et vous savez que le rééquilibrage, c'est un rééquilibrage entre la province nord et la province sud. Donc ce qui était sous-jacent, c'était finalement la protection du principe de rééquilibrage. Et le Conseil d'État d'abord et le Conseil constitutionnel ensuite, puisque la loi a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, ont mis en balance les deux principes, liberté d'entreprendre d'une part et principe de rééquilibrage d'autre part. Et dans le débat, le Conseil constitutionnel a privilégié le principe de rééquilibrage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monopole de l'OCEF est conforté. Voilà, la réponse par l'exemple. Oui, monsieur, allez-y. L'indexation des fonctionnaires territoriaux, est-ce que ce n'est pas anticonstitutionnel ? Vu l'égalité des personnes, je vous demande de répondre franchement. Alors, qui répond? Tout le monde regarde Laurent Travers qui... La réponse est non. Ouais, on voit pas quoi. Merci. Je vous laisse éteindre votre micro, s'il vous plaît. Une autre intervention? Oui. Ah oui. Il faut presser. Allez-y, Simon Louis-Cotte. La fonction publique calédonienne, on s'est beaucoup inspiré de ce qui existe en métropole, mais je veux dire qu'il y a une fonction publique qui est particulière à la Nouvelle-Calédonie, en fonction de ses contraintes, de toute une série de choses, quoi. Mathias Chauchat, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais c'est un grand débat, ce que je veux dire, la question des indexations de rémunération, etc. Donc, ça m'ennuie que ça soit évacué rapidement comme ça. Effectivement, la fonction publique est différente, les règles peuvent être différentes, ils aient... Non, mais le fait que les fonctionnaires territoriaux aient pu bénéficier, pas au sens strict d'ailleurs d'une indexation, enfin d'une majoration de rémunération pour tenir compte de ce qui avait été fait par l'État pour les fonctionnaires de l'État, tout ça se comprend. Mais je voudrais quand même qu'on réserve, au-delà de ces problèmes juridiques, la question générale, l'indexation des rémunérations. Tout ça vient du passé, est complètement obsolète et plus conforme à un pays normal. Je veux dire, ça crée une suradministration de la Nouvelle-Calédonie, une attractivité artificielle de la Nouvelle-Calédonie au détriment à long terme des finances publiques. Tout ça est extraordinairement malsain. Et moi, je souhaiterais qu'un jour, le pays ait quand même le courage de regarder ces problèmes et de les affronter peut-être en partenariat avec l'État aussi, dont l'absence de réforme est des fois un peu terrifiant pour nous tous. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a encore une intervention ou on a fait un peu le tour de la question? On va vous demander de conclure peut-être, monsieur Wamitan? À moins qu'il y ait une dernière intervention, il n'y a pas de souci.
Allez-y, madame, pardon. Merci. Oui, bonjour et merci de vos interventions. J'aurais voulu avoir une petite précision. Je voudrais savoir, parce que j'étais présidente quand il y a eu la marche, pour reprendre un exemple concret, la marche contre les violences faites aux femmes, et il y a un intervenant qui parlait, qui disait que il y avait une loi qui avait été votée contre le harcèlement sexuel pour les personnes du privé, et que ça n'avait été applicable pour les fonctionnaires qu'1 an ou 2 ans plus tard. Donc j'aimerais savoir si c'était possible. Et puis j'aimerais savoir aussi si, puisque je suis française, est-ce que j'ai autant de chances d'être... Enfin, est-ce que j'ai... La loi, normalement, c'est logiquement fait pour aider les personnes en état de faiblesse, enfin pour que ce soit plus égalitaire pour tout le monde. Est-ce que j'ai autant de droits ici? Est-ce que j'ai autant de protection ici que si j'étais en métropole, par exemple, ou ailleurs, ailleurs sur le territoire français? Est-ce que certaines lois... Enfin, est-ce que c'est seulement les lois qui ont été votées avant les accords de Nouméa qui s'appliquent ici? Toutes les nouvelles lois, par exemple, qui sont votées maintenant en métropole, si elles sont pas, si elles passent pas au Congrès, elles ne s'appliquent pas ici. Alors, les lois métropolitaines ne concernent que la métropole aujourd'hui, enfin, en partie. Laurent Travers? Je peux répondre, oui. Effectivement, il faut comprendre qu'il y a d'abord un problème de répartition de compétences. Évidemment, vous avez compris, la Nouvelle-Calédonie le Congrès exerce un certain nombre de compétences. D'ailleurs, les compétences les plus importantes, la fiscalité, la santé, le droit du travail, le droit de la protection sociale. Donc ça, ce sont les règles de fiscalité votées par le Parlement national ne sont pas évidemment applicables en Nouvelle-Calédonie, puisque si l'État étendait des textes fiscaux en Nouvelle-Calédonie, il empiéterait dans le domaine de compétences du Congrès. Donc on parle bien là des matières qui relèvent de la compétence de l'État. Donc les matières qui relèvent de la compétence de l'État sont listées à l'article 21 de la loi organique. C'est, pour résumer, ce sont les compétences régaliennes, le crédit, la justice, voilà, ce sont des compétences de ce type-là. Alors là, dans le domaine de compétences de l'État, effectivement, les textes, les lois votées par le Parlement peuvent être étendues en Nouvelle-Calédonie. Alors elles ne le sont pas automatiquement. Pour qu'elles le soient, vous avez raison, il faut qu'elles mentionnent ce qu'on appelle une mention d'applicabilité. Il faut qu'elles le précisent expressément. Voilà, mais donc les lois qui sont étendues par l'État en Nouvelle-Calédonie doivent d'abord relever de la compétence de l'État et doivent ensuite être expressément étendues. Monsieur Fabre? Oui, je ne voudrais pas être venu pour rien, alors je voudrais simplement rappeler à tous les intervenants d'aller jeter un petit coup d'œil sur la liste des lois de pays. Alors, je vous rappelle le numéro, prenez des notes parce que c'est beaucoup plus grave que vous le pensez. C'est la loi 2005, la 4e, du 29 mars 2005, article 29. L'article, c'est le dernier de toute une loi qui parle de la santé. Et en dernier, Madame Marie-Noëlle Temmereau a exclu la responsabilité des employeurs. Ce que j'appelle, moi, c'est une loi c'est le permis de tuer. Un employeur, il a droit de tuer son personnel. Point. Ça lui coûtera rien, c'est l'assurance qui paiera. Et au pénal, bien entendu, on n'a jamais vu un chef d'entreprise en prison. Hein, pas beaucoup, hein, tout au moins. On a bien compris votre intervention. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions, d'autres demandes d'explications? Oui, madame, allez-y. Allumez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, ça marche. Un petit détail, simplement. Vous avez parlé de rapporteurs spéciaux pour les lois de pays. Alors pourquoi un rapporteur, pourquoi des rapporteurs spéciaux ou un rapporteur spécial? Qu'en est-il au juste? Laurent Travers. Alors effectivement, ça c'est une spécificité liée à la procédure législative. Il n'y a pas de rapporteurs spéciaux pour les délibérations, donc c'est vraiment propre à la procédure d'adoption des lois du pays.
Pour faire simple, le projet ou la proposition est déposé sur le bureau du Congrès. La proposition ou le projet est examiné par la commission compétente, donc qui est composée de conseillers de la Nouvelle-Calédonie. Le texte est discuté, la commission émet un avis, et ensuite le texte est programmé en séance publique. Et avant la séance publique, 8 jours au moins avant la séance publique, il y a un élu du Congrès qui a préalablement été désigné rapporteur, qui doit donc rédiger, élaborer un rapport. Alors ce rapport, finalement, c'est une synthèse du contenu du projet ou de la proposition de loi. C'est une explication aussi, une synthèse des travaux qui se sont déroulés en commission. C'est une synthèse de l'avis des différentes instances consultatives qui ont été consultées, donc le Conseil d'État, le Conseil économique, social, environnemental, le Conseil des mines, si on est sur une loi qui touche aux droits miniers. Enfin, oui, on a une synthèse des avis des instances consultatives. Et puis aussi, on a un avis personnel, plus personnel, du rapporteur spécial, qui d'ailleurs peut ne pas être favorable à la loi du pays. On a eu des rapporteurs spéciaux qui étaient contre. Je me souviens de Didier Leroux qui avait rapporté une loi à caractère fiscal et qui, personnellement, avait voté contre. Donc il y avait évidemment un rapport un peu orienté. Alors comment est-il ce rapporteur Voilà. Comment le rapporteur est-il désigné? Il est désigné par le... Il est désigné par le Congrès. Oui, il est désigné, mais... Allumez votre micro. Le rapporteur s'autorise également, en plus de tous les avis qui sont rendus par les différentes instances qui sont régulièrement consultées, faire des consultations externes. Ah oui, c'est ça. Au Parlement, parce que c'est fortement inspiré du travail législatif national, comme disait tout à l'heure Laurent Travers, au Parlement, ça n'est pas la loi du gouvernement qui est examinée par la Commission. Le ministre qui est en charge du secteur dont relève la loi, qui vient devant la Commission pour présenter sa loi, mais ensuite la Commission travaille sur le rapport qui a été produit par le rapporteur. Vous voyez ? Et donc le rapporteur mène toutes les consultations qu'il veut, nécessaires à l'enrichissement du texte, et ensuite le présente. Et les commissaires, les membres de la Commission, statuent sur le rapport du... Et donc c'est une fonction très politique. Donc le rapporteur oriente ensuite le texte en fonction de ce qu'il convient de faire, suivant la majorité du moment. D'ailleurs, rares sont les moments où le rapporteur n'est pas de la même couleur politique que la majorité de l'Assemblée. Je ne sais pas si ça s'est eu une fois déjà ici au Congrès, mais oui. En fait, il y a une pratique au président aujourd'hui, c'est que sur les projets, c'est-à-dire que le projet, il émane du gouvernement. Vous savez que le gouvernement est collégial, il est composé de plusieurs groupes politiques. Et en fait, si on a un projet qui relève du droit du travail, eh bien, il y a au gouvernement un membre du gouvernement chargé d'animer et de contrôler le secteur du droit du travail. Et donc, c'est le groupe auquel appartient ce membre qui va proposer un rapporteur spécial issu du Congrès. Donc, on a... Aujourd'hui, en tout cas, c'est une pratique qui n'est pas d'ailleurs formalisée dans le règlement intérieur. Aujourd'hui, on a une correspondance entre la couleur politique du rapporteur spécial et la couleur politique, l'appartenance politique du membre du gouvernement qui a porté le projet au niveau du gouvernement. Et en général, pour compléter, la désignation du rapporteur d'un projet de loi, d'un projet de loi du pays est faite par la désignation est faite par le Congrès, c'est-à-dire c'est à l'issue d'un vote. Voilà, c'est un vote. Voilà. Il est arrivé ici qu'on a dû voter, et puis ce sont ensuite les différents groupes politiques qui, en fonction de leur représentation ici, donc, avec leur vote, le poids de leur vote, on désignait donc un rapporteur pour tel ou tel projet de loi. Et après, au moment de la discussion, de l'examen du texte, une fois que le rapport a été préparé par le rapporteur, donc avec l'aide des administrateurs du Congrès, parce que je parlais tout à l'heure dans mon propos introductif, comment le rôle des administrateurs. Donc, il est très important aussi ça, c'est le noyau dur aussi de du cœur de métier du Congrès, ces administrateurs-là.
Donc les administrateurs aident le rapporteur donc, à élaborer son projet, son rapport. Et ici, lorsqu'il s'est examiné donc, en séance publique, en fait, le rapporteur donc, présente son rapport et défend son rapport. Voilà, c'est le rapporteur. Voilà. C'est pas le gouvernement, c'est pas la présidente ou le président de la commission ad hoc, c'est le rapporteur. Donc il a un rôle vraiment central au niveau dans la procédure. Quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir, profiter de la présence des intervenants pour éclaircir un point ou poser une question? Non. On a fait le tour de la question. Monsieur Ouamitan, je vous laisse conclure. Bien, merci Monsieur Mondouin. Donc j'espère qu'en tout cas que vous avez été intéressé par ces 2 heures presque de débat ou de présentation hein, des différents intervenants. Je voulais en tout cas remercier les intervenants qui sont là aujourd'hui. Il nous manquait en fait le président maire Jean Lec. Alors on nous dit qu'il est souffrant en ce moment, mais il aurait aussi apporté sa contribution, puisqu'il a été quand même le premier président hein, de l'accord, hein, du président du gouvernement hein, de l'accord de Nouméa. J'étais avec lui, j'ai travaillé avec lui quelques années lorsqu'il était au gouvernement, et il a eu l'honneur voilà, de mettre en œuvre ce premier projet de loi du pays, M. Louécode étant à ce moment-là président du Congrès. Il y avait aussi Marianne Devaux aussi qui avait été invitée, elle n'a pas pu se libérer pour aujourd'hui. Elle a été donc désignée rapporteur voilà, par son groupe politique à l'époque pour ce premier projet de loi d'octobre 1999. Donc je voudrais les remercier, puis je voudrais évidemment au nom du Congrès tous vous remercier. Vous êtes venus pour participer à cette journée patrimoine du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Merci. Je pense que le sujet a été commencé, c'est un sujet très intéressant, hein, cette histoire de la loi du pays. Comme le professeur Choucha disait tout à l'heure, comment c'est un outil qui est puissant, on l'a bien senti, hein, la loi du pays, mais comme tout outil puissant, il faut la manipuler avec précaution. Voilà, avec précaution, parce que, comme les uns et les autres ont dit tout à l'heure aussi, il faut l'adapter aussi, puisqu'il faut pouvoir l'adapter à la situation de notre pays, donc au contexte du pays. Et c'est ça peut-être le défi que nous avons tous, nous maintenant, la classe politique du Congrès, dans le travail au niveau de l'élaboration des lois du pays pour les différents textes dans les différents domaines qui vont se présenter à nous dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, je voulais sincèrement vous remercier et vous souhaiter un bon week-end. Voilà, merci.